J'ai tombé tout doucement dans l'ignorance de moi-même, ne pas me découvrir, hein. On parle de la découverte de soi aujourd'hui, mais moi je m'étais bien camouflée. Je voulais pas qu'on me voie. Je voulais juste être là pour aider, mais c'est tout. Donc celle qui est toujours en arrière. Et j'étais une organisatrice aussi, je faisais partie de plein de choses. Et j'avais des masques, tout plein de masques. Selon les circonstances, je prenais un masque ou un autre masque. Par exemple, j'étais un clown. On aimait beaucoup ma compagnie parce que jeune femme, puis à l'hôpital aussi, je faisais rire beaucoup les gens, j'avais un bon sens de l'humour, alors c'était agréable. Mais en fait, un jour, j'ai découvert que le clown était triste. Et c'est ça qui a été le début de ma vie, Annie. C'est ce qui m'a amené à commencer un chemin qui, je ne le savais pas, mais allait me détruire. Alors, je suis devenue une femme parfaite. Je voulais être parfaite parce que moi, j'avais pensé, j'avais cru que si je l'étais, que plus jamais on m'aurait abandonnée. Et je me suis piégée là-dedans. Je me suis abandonnée moi-même. Et je me suis détruite à un point tel que ma santé, toute ma vie a basculé. Mais avant d'en arriver là, comme j'en étais pas consciente de tout ça, j'ai continué à vouloir être de plus en plus parfaite et je suis devenue fatiguée, stressée de prendre le bonheur, la responsabilité du bonheur des autres sur moi et même à l'hôpital aussi, je ramenais le soir, je ramenais mes problèmes de l'hôpital chez moi, je pensais à mes patients, j'étais inquiète. Je travaillais aux soins intensifs, je travaillais dans des unités où il y avait beaucoup d'exigences, où c'était important d'être quasi parfaite, où l'échec n'était pas permis. Par exemple, aux soins intensifs, soins coronariens, les unités de traumato. J'ai toujours été une femme de défi parce que je voulais me prouver des choses. En arrière de tout ça, bien entendu, il n'y a pas de reconnaissance, hein. Alors, il n'y a pas de reconnaissance pour soi, il n'y a pas de reconnaissance pas du tout. Et tout le monde en a besoin d'être reconnu, de se sentir aimé, de se sentir reconnu, apprécié. Et c'est subtil. Et mes moyens à moi, c'était d'être une parfaite, de bien faire les choses et d'essayer que tout le monde soit bien et heureux autour. Mon système nerveux, par exemple, lui, un jour, il a commencé à me donner des signaux, mais j'ai pas écouté mon corps. Alors, j'ai continué de vouloir être parfaite et contrôlée. Quand je me sentais défaillir, j'exigeais encore plus de moi. De leur reste, t'es capable, voyons, vas-y, t'es capable. Et arrête de te lamenter, puis avance. Et je la voyais pas du tout, la victime, à l'intérieur de moi, parce que j'étais un sauveur né. J'étais là toujours pour les autres. Et ça a failli laisser des traces indélébiles, mais grâce à des événements qui sont arrivés dans ma vie vraiment fâcheux, douloureux, difficiles, qui ont fait que j'ai tout perdu un jour. Ça a été là qu'est arrivé mon point de bascule. À ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé. Ça peut paraître spécial de dire ça. Grâce à des événements douloureux qui sont arrivés dans ma vie, j'ai retrouvé la vie. Mais en fait, je vivais pas avant. J'étais dans l'illusion de vivre. J'étais comme un robot qui est conditionné, qui fait ceci, qui fait cela, et qui répond à tous les rôles qu'on lui demande de faire et qui essaie de le faire parfaitement. Et c'était comme ça. Mon métro, boulot, dodo. Et ça a duré pendant des années, plus de 40 ans. Jusqu'au jour où une série d'événements douloureux est arrivée et pendant 6 mois, ça a été la chute libre. Des événements vraiment douloureux qui m'ont amené à tout perdre, perdre même ma santé, perdre la face, perdre l'estime de moi-même. Et l'estime de soi, c'est quelque chose de tellement précieux. Mais l'estime que j'avais de moi à cette époque-là, Annie, c'était une estime reliée plutôt à mon côté professionnel. Ma façon de bien faire les choses aussi, dans mes rôles.
parce que l'enfant abandonné avait cru qu'elle n'était pas aimable et qu'elle valait rien puisqu'on l'avait abandonnée. Et ça, c'était enfoui secrètement en dedans de moi. Et tous ces événements-là, vous dites qu'il y a eu plusieurs événements rapprochés, vous ont complètement déstabilisé dans le reste au point où vous, à un moment donné, vous êtes dit, ben, la vie pour moi, là, c'est plus une option possible. Absolument. Euh, c'est quelque chose qui fait peur, hein, d'arriver là. Parfois, je repense à ça, je repense à ce moment-là. Au moment où j'ai cru qu'il n'y avait plus rien qui pouvait me retenir ici. Trop de fatigue, trop de stress, un grand épuisement après avoir tout perdu. Il faut quand même citer quelques événements. Euh, le copain de ma fille s'est pendu. C'était comme mon fils. Moi, j'avais pas de garçon. Je l'aimais beaucoup. C'était un coup dur pour moi et je sentais aussi la fragilité de mon adolescente et j'avais très peur qu'elle prenne la même voie, ce que je ne pouvais pas contrôler. Moi, je suis une bonne contrôlante, hein, c'est certain, les perfectionnistes. Et ma mère biologique, que je n'avais que très peu connue, les liens affectifs n'étaient pas présents entre nous deux, parce qu'elle avait été très médicamentée. En fait, elle était hospitalisée avec Alice Robbie. Elle avait eu un diagnostic de schizophrénie. À cette époque-là, dans les années 50, c'était classé assez rapidement, les diagnostics. Hein. Aujourd'hui, on a une polyvalence de diagnostic en santé mentale, mais à cette époque-là, c'était rapidement classé schizophrénie. Mais bon, j'avais pas pu avoir des échanges, j'avais pas pu vivre l'amour avec ma mère, le senti, et elle a quitté dans cette période-là, elle est décédée. Ensuite, mon conjoint de l'époque, bon, il y a eu une séparation reliée à une trahison, des choses difficiles aussi, que beaucoup de gens vivent et qui sont jamais agréables. Puis, comme j'étais une bonne sauveuse, j'ai voulu racheter la partie de la copropriété, mais il y a eu un crash immobilier. Et malgré que j'avais payé religieusement mes assurances pour mon hypothèque, c'était à l'époque les premiers diagnostics de burn-out qu'on donnait et on m'avait donné ce diagnostic-là et la compagnie d'assurance a refusé. Alors aujourd'hui, on parle de dépression situationnelle. En fait, il y a des gens qui ont des diagnostics de dépression, mais qui sont en fait en burn-out. Il y a le voile entre les deux est très mince. Et j'ai continué à piquer du nez. Et finalement, ben, tout a déboulé et j'ai fait faillite. J'ai dû faire faillite. Et pour moi, la bonne gaspésienne, l'honneur était beaucoup centré aussi sur tu payes tes choses et tu es un bon citoyen. Alors, inutile de dire comment je pouvais me sentir brisée en dedans. Il n'y avait plus de sens à rester ici sur cette planète, surtout que depuis l'âge de 15 ans que je gagnais ma vie. Ça en était trop, il n'y avait pas de sens à cette souffrance-là. J'avais tellement voulu être une personne correcte, parfaite, être à la hauteur, dévier les mauvais jugements, être aimable, prendre soin des autres. Et là, après avoir essayé d'avoir fait ça des pieds et des mains, je me retrouvais vraiment au bout de ma corde et c'était le choix, c'était de quitter. Mais c'est quelque chose qui est très précieux et qui pour moi est sacré. Le mot sacré est très important, c'est un autre héritage que j'ai eu de ce point de bascule, la rencontre du mot sacré. J'ai compris encore plus profondément le sens du mot sacré. Toute cette recherche à l'intérieur de soi, de la rencontre de l'amour. En fait, la vie, c'est une rencontre avec l'amour, c'est une histoire d'amour. Et la mienne a commencé par la solitude pour trouver le chemin de l'amour et pouvoir peut-être enseigner aux autres à le faire. Alors, il y a différents volets dans mon travail à l'Institut. Il y a un volet développement personnel, comme je disais, avec mes livres, mes conférences, les ateliers. J'adore ça, j'adore travailler avec. J'en ai passé des choses dans ma vie de nettoyage, de purification de l'ego. Puis je pense que notre ego, on en a aussi besoin parce qu'il ne faut pas dire
le nier. Il est là pour nous donner des enseignements sur ce que nous sommes profondément, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a toutes nos blessures, bien sûr, mais il y a aussi tous les comportements, les habitudes qu'on a pris pour ne pas souffrir et que notre mental nous donne à grands coups de paroles intérieures. C'est comme ça qu'il nous contrôle aussi. Notre ego aussi, on en a besoin pour ce travail-là. Donc, il faut enlever des couches, oui, s'améliorer tout ça, mais quelqu'un qui en a pas du tout, je pense que, en tout cas, pour moi, dans le chemin que j'ai pris et dans ce que je crois, l'ego fait partie de soi, puis il va être là pour toute la vie. Et c'est comme un copain qu'on observe et j'apprends. Je continue d'apprendre en compagnie de lui. Alors, c'est un petit peu l'expérience qui m'est venue de raconter, Annie, en relation avec l'ego. Oui, c'était purifier l'ego, travailler à ça pour toute la vie. Mais pour moi, c'est beaucoup transformer mes comportements, transformer mes habitudes.